Bonjour, aujourd'hui nous recevons Patrick Sécotti. Bonjour. Donc Patrick Monsieur. Sécotti est un bâtisseur. Oui. Voilà, 65 ans, 2 enfants, né à Montpellier, baron de Caravette, métier entrepreneur en bâtiment, gros œuvre, donc fait du béton. Oui. On peut dire ça comme ça. Vous faites la structure de la maison ou de l'immeuble. C'est ça, en fait. Sur les fondations. Alors là, il est là pour le compte des promoteurs et des métiers de l'immobilier pour l'Académie du bâtiment et de la cité de demain. Ça s'appelle l'ABCD. Voilà, c'est l'acte de bâtir en général. Voilà. Qui regroupe 5 fédérations, FDI pour le social, en tout 10 représentants, mais on va y revenir. D'accord ? Donc a géré une boîte de 40 salariés pendant 40 ans et à Odysseum, l'a vendu et maintenant retraité. C'est ça. Mais La CD. voilà. Mais à des fonctions du fait de sa disponibilité, de président de la Fédération du bâtiment pendant 34 ans, pendant 12 ans, et de vice-président industrie à la CCI. Actuellement, oui. Donc, j'ai entendu dire que vous avez fait du syndicalisme, pas par ambition, mais parce que vous avez toujours été l'homme de la situation proposée par vos pairs. C'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est une bonne définition ? C'est une bonne définition qui me... Un peu flatteuse quand même. Ah bon. Oui, mais en même temps, ça relève peut-être un manque d'ambition qui n'est pas très flatteur. Voilà. Bon, vous aimez le sport. Alors, tous les sports, le football, le rugby, le hand, vous les avez sponsorisés ? J'ai sponsorisé surtout le rugby. D'accord. Et le volley, ça tombe mal, mais J'ai oublié le volley. J'ai été partenaire du hand aussi. Et donc vous aimez pratiquer le sport, ce qui est bien, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui oublient de pratiquer le sport. Donc tous les jours, vous faites 8 km à pied sur la plage. C'est vrai, vous êtes bien renseigné. Vous aimez les voyages, l'Asie en particulier, amateur de vin. Vous présidez aussi un club de vin. C'est vrai. Qualité, amitié, sens du partage. Défaut, timide. C'est vrai. Vous dites je me force. Ouais, c'est vrai. Et vous dites, vous reconnaissez que vous êtes égoïste comme tous les hommes. Oui, certainement. Mais vous aimez partager. Tout à fait, c'est peut-être ambigu d'être égoïste et de les partager, mais oui, c'est vrai, ça me correspond, oui. Voilà, donc... J'aime pas qu'on parle de moi, vous voyez, là, ça fait déjà trop. Vous rugissez. Voilà, en plus, c'est vrai. Donc, à la une du numéro 866 de La Glorieuse, donc on revient sur l'urbanisation et les combats de riverains. C'est incroyable. On invite quelqu'un de l'immobilier, on fait une sur l'urbanisation. Et entre autres, donc, dans le quartier des Aubes et le village d'Assas, les riverains s'opposent à une politique de bétonisation. Ensuite, on revient sur le Clapas, au firmament des villes les plus attractives de France. Les municipales, l'exception Montpellier-Rennes. Un article sur Béziers, qui rejoint Montpellier avec un candidat qui pour des problèmes de cervicales, pour des problèmes médicaux, remet en cause sa participation. Un candidat occitan qui devait se présenter contre le maire actuel de Béziers. Et enfin, un autre sujet qui est lié à l'immobilier, Foncia, la dérive des charges. Vous voyez que l'immobilier est un sujet qui concerne La Glorieuse. Je vous rappelle que je ne suis pas un homme de l'immobilier, je suis un homme de bâtiment qui est en charge d'une association. Bon, on va revenir là-dessus. Mais bon, l'immobilier, c'est une grande famille quand même. Oui, l'acte de bâtir est une grande famille dans laquelle il y a l'immobilier et le bâtiment. Excusez-moi de recadrer, mais parce que j'ai peur de vous décevoir. Donc l'immobilier est de temps en temps épinglé par notre journal. Est-ce que vous pensez que la presse satirique est nécessaire ou nocive ? Ah, par principe, je pense que la presse satirique est nécessaire. Par principe, je pense que... Voilà, ça m'amuse sur certains sujets d'acheter... Alors, vous êtes entrepreneur à Montpellier depuis plus de 40 ans. Vous avez participé donc à modifier un petit peu la physionomie de la ville. Oui. Par votre axe de bâtir. Tout à fait. Hein ? C'est un peu la... Est-ce que vous pensez que l'évolution des villes méridionales s'est faite en bien ou en mal ?
Moi, bien sûr, j'ai un avis très orienté. Le bâtisseur que je suis est très heureux et très fier d'avoir vu évoluer sa ville. Je suis né à Montpellier, comme vous l'avez dit. J'ai vu évoluer la ville avec plusieurs maires. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Georges Frêche, pour nous, ça a été une aubaine extraordinaire pour l'activité économique, pour l'activité du bâtiment, bien sûr. Et le voir développer sa ville, c'est très très agréable. En tant que citoyen, moi, ça me plaît que notre ville elle soit en pointe comme ça. La notion de surdoué me plaît beaucoup en tant que citoyen, en tant qu'habitant et natif, mais bien évidemment, en tant que professionnel, j'ai beaucoup apprécié ça. Alors maintenant, la question, si c'est ça que vous voulez me faire dire, que... Ah, je veux rien vous faire non, dire, non, vous dites ce que vous non, mais je veux voulez. dire, si c'est ça la question, il doit y avoir bien sûr des limites, et nous, justement, on a la vocation de faire des propositions pour arriver à harmoniser la construction de la ville et à faire en sorte que la ville de demain, elle soit agréable à vivre, qu'elle soit dans le bien vivre, et surtout, nous, on a l'ambition d'écouter le citoyen. D'accord. Donc, une question avant de passer à l'ABCD. D'accord. Pourquoi la ville est devenue chère alors que pendant les 30 Glorieuses, elle était bon marché? Alors, je voudrais d'abord dire que c'est pas les bâtisseurs, ce ne sont pas les entreprises qui font que le coût de la construction est cher. Parce que ça, c'est très important pour moi de le dire. C'est mon message sectoriel. C'est que nous, on construit et il y a une évolution très logique du coût du bâtiment. Donc, c'est pas la structure, comme vous disiez, même le bâtiment lui-même qui coûte cher. Bien évidemment, tout le monde le sait, par un phénomène d'offre et de demande, c'est le foncier qui est cher. Non, mais le centre de Montpellier, l'Écusson par exemple, il y a 30 ans, c'était abordable, maintenant c'est hors de prix. Mais oui, parce que si vous voulez, c'est un problème d'offre et de demande. Les gens qui n'arrivent pas à se loger à l'extérieur dans des immeubles un peu dans la périphérie ou dans les beaux quartiers extérieurs périphériques de Montpellier, bien sûr, reviennent, et encore je crois que ça a été un peu long à se faire. Ça fait longtemps qu'on parle de bâtir la ville sur la ville. Mais les gens reviennent sur Montpellier, et c'est vrai que même sur Montpellier, le vieux Montpellier, l'Écusson coûte cher, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait, pour être complet avec la question, s'il n'y a pas que le foncier, nous, en France, on est un pays qui invente des normes. Et dans notre métier, on a créé de plus en plus de normes. Et ces normes, elles surenchérissent l'acte de bâtir et ça crée des intervenants supplémentaires. Macron, Donc, justement, il casse un peu les normes. tout à fait. C'est très bien. Et il y a aujourd'hui, même Vous êtes content alors? oui, tout à fait. Et Hollande, même sur la fin, avait mis les normes entre parenthèses. C'était très bien. Il y avait un moratoire sur les normes. Donc je reviens à ma question. Pourquoi la ville de Montpellier est devenue très chère alors qu'avant elle était bon marché? Est-ce que vous avez une réponse? Et je pense que non, c'est une lente évolution. C'est une lente évolution, mais c'est la rançon du succès. Il y a de plus en plus de demandes. On a un territoire qui n'est pas très extensible. On a la mer de côté, enfin vous le connaissez aussi bien que moi. Donc à partir de là, c'est ça qui fait. On n'a pas un territoire très extensible. On parle de friche, c'est un sujet très intéressant. On n'a pas de friche nous, parce qu'on n'a pas eu de grandes industries. Les villes qui avaient des grandes industries se retournent vers leurs friches et construisent sur des friches. On aimerait pouvoir le faire. On le fait sur certaines friches. Dernièrement, tout ce qui se fait sur le Haï, par exemple, est un bel exemple. Donc à 3 mois des municipales, là vous avez fait il y a quelques jours une conférence de presse où donc vous regroupez 5 familles de l'immobilier qui se parlent, c'est un peu unique. C'est tout à fait unique, on en est très fiers. C'est unique en France, ce rapprochement qui a commencé par un rapprochement entre les promoteurs et les bâtisseurs que je représentais à l'époque. Voilà. Et puis finalement, on s'est dit que c'était bien de mieux se connaître, de mieux s'entendre, de mieux se respecter. Et on a élargi ça d'abord aux aménageurs, puis on s'est dit qu'il fallait aussi mettre l'utilisateur au centre de la démarche. Donc on s'est retourné vers les agents immobiliers et même la chambre de commerce qui chapeaute tout le système commercial. Mais avant vous ne vous parliez pas? Non. Ah non. C'est vrai? Pas vraiment, non, c'est vrai. Ah oui, Il y avait une hiérarchie évidente. Il y a les promoteurs qui ont des projets et qui les soumettent à des entreprises. Et le moins cher des entreprises, ce sont des appels d'offres. Mais si vous voulez, en tout cas, on ne concevait pas les choses ensemble, et on ne se parlait pas vraiment. Et là, on a appris à se connaître, je le répète, à se respecter. Et ça vient d'où cette espèce d'horizontalité du... Vous voulez dire avant, pourquoi il y a mais maintenant, pourquoi? Je crois que ça part des hommes, tout simplement. D'accord. Ça part des hommes. Et quelle est votre vision alors pour ce projet? Et je suis très optimiste là-dessus. J'espère qu'on va continuer sur la lancée. Mais je pense que c'est une force extraordinaire de pouvoir se parler et de proposer une vision. Et justement, on espère aller, alors, est-ce que ça va être accepté? Mais on espère pouvoir faire des propositions, même aux candidats, puisque c'est pour ça qu'on a lancé ce document-là, cette espèce de livre blanc rapidement, pour avoir, si vous voulez,
des propositions, 5 enjeux sur l'acte de bâtir, et faire en sorte que les candidats en prennent compte dans leur programme. Bah alors, à Montpellier, il y a eu un retard sur le SCOT. Oui. Vous êtes au courant? Oui, Qui a oui, un peu heurté les professionnels. Certains sont montés un peu au créneau ici et là. Franchement, j'ai pas de. Bon, j'étais en retard, mais moi, ça m'a pas. Rien ne m'a heurté dans le fait qu'il y ait un retard. Ça a heurté aussi certains maires de communes autour de Montpellier. Peut-être parce qu'après, il y avait des tiraillements. Je sais pas, je ne connais pas les raisons. C'est toujours compliqué de monter un SCOT. Donc, je ne connais pas les raisons. D'ailleurs, je sais pas jusqu'à nous, les raisons du retard. Mais ça n'étonne personne qu'il y ait du retard. Et au niveau des surfaces à construire, là, il y a votre association là a des demandes particulières? Non, pas du tout. Non, on n'a pas de. C'est pas une demande particulière. Non. Vous êtes inquiet pour l'avenir? On n'est pas inquiet pour l'avenir immédiat, mais il est possible immédiat, très immédiat, parce qu'on est sur la lancée là d'une bonne année. Mais la rareté des produits va faire que, en tout cas, l'immobilier va certainement ressentir un sérieux coup de frein. D'accord. Pourquoi vous dites ça? Parce que les promoteurs, justement, dans nos échanges avec les promoteurs nous annoncent que l'immobilier va prendre du retard. Mais sans vouloir être un peu insolent, ce qu'on n'est pas la glorieuse, on se pose la question, est-ce qu'on va devoir stopper la construction? Alors ça serait pour nous, une aberration totale. Parce que là, vous venez d'évoquer l'immobilier. L'immobilier, en gros, c'est 20% de notre activité. Hein. Donc après, nous, le reste du temps, on construit des bâtiments publics. On construit des bâtiments d'utilité publique. Alors, cette confusion des genres serait très, très nuisible, bien sûr, à notre profession et aux emplois qu'elle représente, puisque nous sommes le premier employeur du territoire. Mais en même temps, c'est complètement anti-économique. Comprenez-vous la position de moratoire d'Alex Larue? Non. Vous voulez une réponse courte? Non, c'est hier soir, il y avait l'inauguration de son local de campagne. Il n'y avait pas beaucoup de promoteurs immobiliers. Je me doute qu'il y en avait... de professionnels de l'immobilier. Je me doute qu'il y en avait peu. Je ne connais pas ce monsieur, hein, mais pour moi, pour nous, hein, je parle là aujourd'hui, je parle pour ABCD, hein, pour toute la profession de l'acte de bâtir, c'est une aberration totale. C'est anti-économique. C'est ne pas connaître le sujet. Alors après, nous, on est prêt à tendre la main, hein, on est prêt à aller rencontrer tous les candidats, même Monsieur Larue. Hein, allez-vous discuter avec lui? Vous allez aller discuter avec lui? On aimerait, oui, on aimerait. On espère que, en tout cas, on va le solliciter, lui et d'autres. Hein, on va les solliciter pour justement leur tendre la main pour échanger sur ce sujet. Il y a 3000 actifs dans l'immobilier dans l'Hérault. 30 000 actifs. 23 000 salariés, 16 000 entreprises. D'accord. 3 000 actifs, ça doit être... 30 000 actifs dans l'immobilier. Ah, dans l'immobilier, que dans l'immobilier. Oui, vous revenez à l'immobilier, pardon. Moi, je préfère prendre les chiffres de l'acte de bâtir en totalité. Oui. C'est-à-dire des aménageurs. En tout, c'est combien d'actifs? C'est 23 000 salariés et c'est 16 000 entreprises. D'accord. Le mandat là, du maire, faire 3 milliards, ça peut vous intéresser aussi. Juste 3 chiffres. Le mandat du maire est marqué un peu par la verticalité. Il y a eu les buildings là, de Saint-Roch, de Port-Marianne. À votre avis, est-ce que c'est au détriment des petits quartiers pavillonnaires ou est-ce que c'est une bonne réponse pour l'étalement urbain? Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Oui, une réflexion là-dessus. La réflexion, c'est que la verticalité est absolument indispensable. On a eu de multiples échanges nous, avec ABCD, avec les architectes. C'est aujourd'hui une nécessité de verticaliser les ouvrages. Comme c'est une nécessité de revenir à la ville sur la ville, c'est aussi une forme de verticalisation. Bien sûr, alors je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, que ça peut être considéré comme inesthétique ou peut-être un peu oppressant, mais les villes anciennes, regardez, il y a encore des belles maisons avec des rues très étroites et des belles maisons qui montent un peu haut, hein, sur plusieurs étages. Alors bien sûr, pas à 20 étages, mais non, la verticalisation, il y a des moments où c'est la solution technique. Comment on analyse là, dans l'immobilier une croissance démographique d'un territoire qui a 21% de taux de chômage? Comme tout le monde, hein, le soleil. L'attractivité, c'est le soleil. Peut-être cette réputation
plus ou moins inventé de surdoués, mais quand même maintenant avec toutes les pépites qui sur notre territoire, elles se justifient quand même pas mal. Donc je pense qu'il y a une attractivité par l'intelligence qu'il y a sur ce territoire. Et après ne l'oublions pas, il y a le soleil, et le soleil nous apporte aussi des seniors. Et en même temps, il y a aussi quand même, ne l'oublions pas, l'attractivité de nos facultés. On a énormément d'étudiants, on en est fiers. Est-ce qu'on peut dire que la profession immobilière à Montpellier est liée au pouvoir politique? Forcément. Où un maire a une volonté de développer sa ville, et là, bien évidemment, l'immobilier est en jeu, mais aussi, comme je le répète, il n'y a pas que l'immobilier, c'est un tiers au total. Il y a tous les équipements qui sont derrière, et des équipements, je le répète, d'utilité publique. Et si un maire décide de se recroqueviller avec sa ville, de ne pas développer sa ville, de bloquer les permis, bien évidemment, que ça, c'est un lien avec l'immobilier, mais pas que l'immobilier, avec tout l'acte construit derrière, toute la démarche, tous les salariés qui sont derrière, et toute l'économie qui en résulte. Parce qu'il y a toute l'économie commerciale aussi, les locaux commerciaux. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas vu la vidéo de Jean-Christophe Rivière. Franchement, non. Il y a à peu près 8000 personnes qui l'ont vu à Montpellier. Les révélations qu'il a fait là, du type retenez-moi ou je fais un malheur, est-ce que ça peut fonctionner? Je sais pas, je connais pas Jean-Christophe Rivière, je sais pas quel était ce qu'il devait faire comme. Je connais franchement pas le contexte, mais donc ma réponse n'a pas vous satisfaire. Pourquoi s'est-il ravisé? Je sais pas, ça n'appartient qu'à lui. Selon vous, là, la condamnation de l'adjointe à l'urbanisme Stéphanie Janel a-t-elle amplifié les liaisons dangereuses qu'il peut y avoir entre l'immobilier et la politique? Vous avez suivi ça? Ça, par contre, je connais Stéphanie Janin et je a toute ma confiance. Moi, c'était une excellente adjointe à l'urbanisme. On a très très bien travaillé ensemble. J'ai pas non plus suivi, d'ailleurs je suis pas curieux, j'ai pas non plus suivi la polémique, mais si j'ai compris, c'est parce que c'était lié à son mari, pas forcément à elle, mais du fait que c'était son mari, ça l'a rendu suspecte. Je sais pas. Est-ce que ça a freiné? Non, parce que après, derrière, bien sûr, je pense que je crois que c'est Chantal Marion qui a pris ses fonctions et ça a bien fonctionné derrière. En tout cas, c'est regrettable pour Stéphanie, que moi que je considère comme quelqu'un de très compétent. Quel serait pour vous le portrait du maire idéal pour votre profession, la profession élargie de l'immobilier en 2020? Le maire idéal. Ou la mère idéale. La mairesse. Oui, on dit quoi, la mairesse? On dit la mairesse ou la mère? Je sais pas, il y en a tellement peu que je sais pas. La mairesse, c'est pas très élégant. Mais pour la diversité, je trouve ça bien sûr, très intéressant. Mais en même temps, pourquoi une femme plutôt qu'un homme? Moi, je trouve que c'est la qualité du programme qui va faire. Alors, quel est le portrait? Moi, je trouve qu'il lâche un peu les rênes? Oui, mais... ou qu'il fasse comme Alex Larue qui coupe tout. Qu'il fasse pas comme... J'ai compris. Vous l'avez compris, mais pour provoquer, je réagis. Mais moi je pense qu'il faut une croissance certes concertée, avec justement nous on propose qu'il y ait une concertation sur ce sujet. Et puis surtout, continuer notre territoire est attractif, je pense qu'il faut continuer à développer l'attractivité de ce territoire, pour qu'on puisse faire des équipements à la hauteur de ce territoire. Et en même temps, on a la chance d'avoir des jeunes, on a un territoire dynamique qui attire les jeunes, il faut continuer à axer auprès de l'attrait de ce territoire, axer sur les jeunes. Et quel est aujourd'hui le candidat à la mairie de Montpellier qui soutient le mieux la profession, qui est le plus en phase? Franchement, je sais pas, on les a pas encore rencontrés, là c'est un peu tôt, je veux bien vous redonner, parce que comme on compte les rencontrer, c'est important pour nous, à la limite, je sais pas, je ne serai pas là pour donner peut-être des scoops, mais franchement on ne le sait pas, nous on espère que, on a cru comprendre quand même que ceux qui pour le moment ne disaient rien étaient dans une démarche classique, c'est-à-dire d'ouverture au développement de la ville, certes modéré, avec des constructions en continuant sur la lancée. Seul un candidat pour le moment a fait part de son intention de bloquer, ce qui nous a surpris. Et puis... La candidate écologique, vous avez suivi un petit peu ses propositions? J'ai pas vu de propositions concrètes concernant... J'imagine qu'il y a une couleur. Hein, ce serait dommage d'opposer... que des arbres.
Que des arbres. Nous, on est favorable aux arbres, hein. On aime bien qu'il y ait des espaces verts. On essaie même de végétaliser des façades. Non au béton et que des arbres. Elle a dit non au béton. Elle a dit non au béton. Non, c'est la question qui suit, non au béton. Comment percevez-vous l'action de l'association Non au béton? Elle existe encore, cette association, mais ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas manifestée, grâce à Dieu. Mais, non, mais par principe, ça me semble être un amalgame. Non au béton, c'est un amalgame. Après, nous, si on ne construit pas, moi personnellement, toute ma vie, j'ai construit en béton. Je suis très fier des ouvrages que j'ai faits. Vous dites que, voilà, on a marqué la ville, depuis 40 ans, nous, on a marqué la ville, on est très fiers, et même ce qui est extraordinaire. Ça devient quand même de plus en plus compliqué de construire. Vous voulez dire parce qu'il y a moins de terrain? Ah ben, il y a des avocats qui mettent des bâtons dans les roues, oui. Il y a des recours, ensuite il y a des associations, il y a ci, il y a ça, c'est quand même des groupes de riverains, des écologistes. Quel est votre regard sur cette montée de refus de bétonisation de la ville? Ça s'est calmé sur les recours. Il y a eu une période où n'importe qui pouvait faire un recours, plus ou moins bien fondé, avec la volonté de récupérer de l'argent, parce que ça fonctionnait. Après, ils allaient négocier avec les promoteurs, ils récupéraient un petit pactole. Ça, c'était profondément malhonnête. Donc, du coup, il a fallu légiférer là-dessus. Maintenant, les personnes qui jouent à ça, si elles se font attraper, ça leur coûte très très cher. Donc, ça s'est vraiment calmé. Il peut y avoir des recours complètement légitimes, hein, mais il y a beaucoup moins de recours. Et pour la plupart, ils sont peut-être légitimes. Enfin, non, ça, au niveau des recours, ça c'est. Après, cette tendance de vouloir fustiger la construction, si c'est un prétexte environnemental, franchement, on a la réponse. D'accord. Quelle est la solution d'urbanisme que vous préconise votre association pour les quartiers du nord de Montpellier assez densifiés? Alors, on n'a pas forcément réfléchi sur les quartiers du Nord, mais nous, on souhaite un urbanisme partagé. Il y a un principe qui est le partage des espaces. Je trouve que ça, c'est une notion très, très, très intéressante. Et puis surtout, je vous l'ai dit en amont, la concertation. Nous, on trouve oui, j'ai vu qu'il y avait... La concertation, les matériaux biosourcés, bâtir en harmonie avec l'eau, bâtir un acte écologique. Voilà, ça c'est la fin qui est très intéressante. Voilà. Logement abordable, escalier social aux jeunes, maillage territorial. Ça, on est très fiers de ça. C'est du sacré marketing, ça. Peut-être. Et là, vous avez vu, on s'améliore dans le bâtiment. Est-ce que vous avez vu, on ne parle plus d'ascenseur social, on parle d'escalier, parce que c'est plus valeureux de gravir un escalier avec la force de ses jambes que d'appuyer sur un bouton. Et puis c'est plus sportif, surtout. C'est plus sportif. Voilà. Alors, une dernière question avant la question chapeau, là. Ne peut-on pas dire qu'il y a aujourd'hui une recherche un peu d'esbrouf dans certaines constructions en vogue à Montpellier, hein? Cette déstructuration de l'architecture. Bon, je sais que vous n'êtes pas architecte, mais bon, vous contribuez directement ou indirectement. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que... Ce qui est ennuyeux, c'est cette espèce de... On va pas parler de l'arbre blanc, parce que personne ne pense à ça, mais bon... Il y a une espèce d'escalade, c'est vrai, dans le fait de se démarquer avec une architecture originale. Et c'est la caractéristique de Montpellier. À Toulouse, par exemple, on construit des choses beaucoup plus simples et donc du fait moins cher. On parlait tout à l'heure du coût de la construction. Oui. Si on fait plus simple, moins ambitieux, moins attractif à la vue, au regard, on peut arriver, nous, à faire... Parce que l'arbre blanc, c'est quand même 10 000 €, c'est presque aussi cher qu'à Paris. Vous voulez dire à la vente? Je sais pas, je sais pas comment ça se vend. Mais c'est un ouvrage extraordinaire. Moi, je trouve que des ouvrages extraordinaires comme ça, il en faut. Ça attire l'œil, ça fait parler, vous voyez, on en parle. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des... Et puis ça fait avancer la profession, c'est du modernisme, mais on reconnaissait qu'à Montpellier, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Il y a 2, 3 comme ça. Il y avait tout un programme auquel on avait participé, là, d'ailleurs. Il y avait tout un programme de folie. Dizaines, je crois qu'on est revenu à 3 ou 4. Bon, mais pour revenir à la question essentielle, c'est que oui, je pense qu'il y a une espèce de spirale pour essayer de construire à la vue plus compliqué. Mais ça, c'est logique, parce que les architectes veulent être pris dans un concours. Il y a de plus en plus d'architectes. Donc pour être reconnu dans un concours, par un constructeur, pas par un promoteur, ou même par une collectivité, hein, il se doit de dessiner attractif, de dessiner original. Et cette originalité, je vous rejoins, elle coûte cher et elle plombe l'acte de bâtiment. Bon, il y a une tradition à la Gloriole, on termine par la question chapeau. Voilà. Hein, donc, si jamais gagné au tirage, moi. Donc, là, vous gagnez... C'est le choix entre deux. Oui, voilà. Vous gagnez le droit de nous lire la question et d'y répondre, ou alors de donner un joker. Ah. Vous pouvez toujours donner un joker.
Ah non, c'était pas ça, parce que je dis c'est bien. Non, je c'est vais de partir l'autre à la côté, c'est bonne- de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Que pensez-vous de Michel Froment? Ah, je pense. Lisez la question jusqu'au bout. Pardon. Que pensez-vous de Michel Froment, ex-président de la FFB 34, ex-président du tribunal de commerce et passe-président du club Mozart? Alors je pense le plus grand bien de Michel Froment, je garde la question. D'accord. Je pense le plus grand bien de Michel Froment, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier à la Fédération du bâtiment. Je lui ai succédé à la Fédération du bâtiment 34. Il m'a parrainé, hein. C'est pas rien d'être parrainé par Michel Froment. Donc ça c'est parfait. Donc ex-président de la Fédération 34, ça a été un excellent président. Il a beaucoup fait pour la Fédération. D'ailleurs, notre salle principale où vous étiez invité à la conférence de presse s'appelle la salle Michel Froment. Donc bien sûr, parfait. Ex-président du tribunal de commerce, ben, oui, parce que j'ai aussi été, peut-être grâce à Michel Froment, juge au tribunal de commerce et pendant une dizaine d'années, et même président de chambre pour les procédures collectives, qui est une belle démarche, enfin du moins de s'en occuper en tant que juge. Et Michel Froment était bien sûr un excellent président du tribunal de commerce, mais il était aussi président de la chambre de commerce régionale, CRCI, si je me rappelle bien. Alors moi, je ne peux que penser du bien de Michel Froment. J'espère qu'il va mieux d'ailleurs, parce que je crois qu'il a des petits problèmes de santé, mais il est solide, Michel. Très bien, écoutez, je vous remercie. Merci.